Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 112 de Dragon Ball Super, juste après la défaite de Hit face à Jiren et à son élimination, que peut être la fameuse suite de ce tournoi du pouvoir. Justement, on va s'en parler aujourd'hui, et je vous préviens dès le début que je vais utiliser aussi les spoils de l'épisode 112 et je vais en parler. Donc si vous n'aimez pas les spoils et que vous ne voulez pas vous faire spoiler plus que la preview elle-même, vous êtes prévenus, à vous de voir. Et justement, en parlant de spoil, je vais faire une mise au point en tout début de cette vidéo-là parce qu'il y a un spoil dont je ne vous ai pas parlé en vidéo sur la chaîne, mais je vais en profiter pour le faire ici. C'est tout simplement la chaîne de télévision japonaise Fuji TV qui nous a fait sa preview. Elle le fait chaque semaine, mais d'habitude c'est pas très intéressant, c'est pour ça que je n'en parle pas en vidéo, mais celle-ci a donné plus d'infos que d'habitude. Et justement, elle a été traduite grâce au site dragonballsuper-france.fr que je remercie et que je crédite. Et dans cette courte preview, on nous dit que Caulifla et Kale de l'univers 6 se font défier par Mona, la guerrière de l'univers 4. Kiabe se tenant face à Mona essaye tant que possible de faire barrage pour Caulifla et Kale, les clés de la survie de l'univers 6. Mais, 3 petits points d'exclamation. Donc, ça reprend des éléments qu'on savait déjà, le combat Kiabe-Mona, mais en même temps, ça en enlève certains. On ne nous parle pas du tout de Vegeta, et surtout, ça implique Caulifla et Kale, comme quoi Kiabe va se battre contre Mona, pas par hasard, c'est pas les deux qui vont se croiser comme ça, au détour de deux rochers et se taper dessus. C'est parce que Mona va rencontrer par hasard plutôt Kale et Caulifla, qu'elle va vouloir les fracasser, mais Kiabe va intervenir pour les défendre, parce qu'il se considère plus faible que elle, et pour le moment, il a raison, peut-être que son potentiel est plus élevé, mais à l'heure actuelle, ses capacités sont inférieures à celles des deux filles. Du coup, il doit se dire qu'il vaut mieux sacrifier de son ki à lui pour qu'elle puisse récupérer en attendant des combats sérieux. Surtout pour Caulifla parce que Kale n'est pas si fatigué que ça, il me semble. Donc, maintenant que vous savez ça, on peut commencer à rentrer dans la preview de l'épisode. Et on voit direct, pendant que Goku nous dit « Salut, c'est moi Goku », on voit un gros truc qui ressemble énormément à Luffy de One Piece quand il se met à grossir pour le Gear 3, un petit peu la même teinte, etc. au niveau de la peau. Sauf qu'en fait, c'est Mona qui arrive à faire un espèce de grossissement de son estomac, quelque chose comme ça, qui la rend géante, mais comme vous allez le voir au cours de cette preview-là, elle ne perd pas en rapidité, et je pense que c'est là le problème pour Kiabe et auquel il va devoir faire face. Du coup, on voit que Mona tente des attaques en sautant à très forte vitesse dans le ciel, etc. Et comme je vous ai dit, pensez qu'elle est super grosse, mais qu'elle reste super dangereuse parce qu'elle conserve sa vitesse. Et même d'autres spoils nous parlaient des attaques super rapides de Mona, donc ne pas se fier aux apparences. C'est pour ça que le pauvre Kiabe, malgré son niveau de Super Saiyan 1, comme vous le voyez sur cette image-là, ne peut pas suivre. Surtout que si vous regardez la fin de l'épisode 111, on a vu un Kiabe assez malmené émotionnellement, c'est-à-dire qu'au début il était très confiant en Hit, après il a vu que Hit se faisait déboîter alors il commençait un petit peu à désespérer, puis après il y a Hit qui leur fait une leçon de morale en leur disant de foncer, puis Hit se fait éliminer et là c'est la déprime pour tout le monde, et après en fin d'épisode on a revu encore une fois Kiabe avec un visage un petit peu plus déterminé. Donc je pense qu'il veut s'en sortir mais qu'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens moralement et que c'est pour ça qu'il ne pourra pas vaincre dans ce combat-là, enfin en début d'épisode. Que je pense que Kiabe va foutre KO Mona et même l'éliminer, ça me semble correct. Ça on va en reparler. Du coup, quand on poursuit, on voit que Kiabe, se prend des mauvais coups, il essaye de se reprendre, mais ça ne marche pas. Mais je pense que le point le plus important de cet épisode-là ne sera pas l'action, comme on a pu l'avoir dans l'épisode 109, surtout le 110, et aussi pas mal aussi dans le 111. Je pense que c'est un épisode qui va miser énormément sur l'émotion. Si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement pour deux raisons. La première, c'est quel est son scénariste. Son scénariste, c'est Monsieur Toshio. Vous savez, celui qui parle sur Twitter, qui révèle des fois 2-3 trucs par rapport à Dragon Ball Super. Pas trop non plus parce qu'il risque de se faire virer, mais quand il peut, il révèle des petits trucs, des indices ou des choses comme ça, sur la nouvelle transformation de Goku, etc. Donc c'est lui qui est en charge du scénario de cet épisode-là. Et à chaque fois où il scénarise des épisodes, il a une qualité d'écriture qui fait qu'il mise tout sur l'émotion. Je suis pas en train de vous dire que dans un épisode où il y a que de l'action, on peut pas avoir de l'émotion. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, lui, c'est ce qu'il aime mettre au premier plan. Et c'est vraiment ce qu'il a l'habitude de faire dans Dragon Ball Super, et je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Et du coup, sur quelle émotion va-t-il jouer dans cet épisode-là ? Sur la relation mentor-élève entre notre bon vieux Vegeta et Kiabe. Donc, on va y revenir dans les images qui suivent, mais gardez bien en tête cela, que cet épisode-là va avoir pour but de développer énormément cette relation-là. C'est une chose qui avait déjà été amorcée lors du tournoi Univers 6 contre Univers 7, et là, on va l'amplifier encore plus. Bon, en attendant, sur les images, on voit que Goku est debout, et c'est normal parce que Freezer lui a redonné du ki en épisode 111, et on voit que Vegeta est proche de lui, dos à dos, etc., et qu'il est en Super Saiyan Blue. D'après les constats à première vue, Goku a l'air en difficulté, surtout qu'il n'a pas bien récupéré de son combat précédent, et si vous vous rappelez des spoils d'épisode suivant, l'épisode 113, on a Goku qui dit une phrase dans cet épisode-là, comme quoi il n'est pas bien, il n'est pas rétabli, etc. de son combat face à Jiren, mais qu'en combattant, il retrouvera justement de la force. Donc c'est quelque chose qui a l'air un petit peu bizarre, parce que Freezer ne lui a pas donné suffisamment de ki pour qu'il soit au plein de ses réserves, ça c'est logique. Du coup je sens que la animation va prendre quelques raccourcis justement sur la remise en place de Goku dans le combat. De toute façon il n'y a pas de Senzu, donc il va bien falloir trouver quelque chose. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces fameuses vidéos de spoil,
Dedans, je vous avais fait une mini prédiction sur la fameuse chaleur qui s'émane du corps de Goku, et que cette fameuse chaleur pourrait être liée à sa puissance, mais que cette chaleur-là pourrait aussi avoir le rôle de limite, c'est-à-dire que tant que Goku n'a pas atteint la limite, tout va bien, la chaleur augmente et sa puissance aussi. Mais il y a un seuil à partir duquel Goku n'aura plus de force, il ne pourra plus tenir de transformation, ni se battre en mode Ultra Instinct ou quoi que ce soit, comme par exemple ça a été le cas quand il a voulu mettre le coup final, le coup de poing sur Jiren, que Jiren a bloqué, et Goku a perdu sa transformation, et Jiren lui a dit cette chaleur-là, c'est ta limite. Et en plus, pour appuyer cette idée-là, j'ai de nouveaux éléments. C'est tout simplement qu'on nous montre que Goku, suite à la reprise d'énergie de la part de Freezer, il va faire comme des échauffements. Bon, déjà, dans le mot échauffement, il y a bien le mot chauffer. Vous voyez où je vais en venir. Il y a encore cette idée de chauffer petit à petit, histoire de gagner en puissance aussi petit à petit. Donc on peut vraiment imaginer de manière de plus en plus concrète que suite à son combat face à Jiren, le corps de Goku a été explosé, parce que tout simplement le combat contre Jiren était monumental, le Kaioken x20 qui a dû le fracasser de l'intérieur, le combat à niveau Ultra Instinct, même si le mode Ultra Instinct n'est pas mauvais pour le corps, mais je veux dire, se taper à une telle puissance, des impacts de cette envergure-là, etc., c'est nouveau pour le corps de Goku, sachant qu'il était déjà plutôt à bout de force. Et Jiren, en plus, l'a fini avec une vague de ki qui était vachement puissante aussi. Donc Goku ne pouvait plus bouger, il avait une épaule qui était démise, etc., donc il pouvait plus rien faire. Sauf que Freezer, en tant que bon manipulateur de tous ses pions sur le ring du tournoi du pouvoir, lui a redonné de l'énergie. Et du coup, la manière dont je le vois, c'est comme si le corps de Goku doit se réhabituer justement à cet état, c'est-à-dire passer tout d'un coup d'un état où son corps est fracassé jusqu'à un état où son corps récupère de l'énergie, et il doit stimuler son corps et son ki, en plus c'est le ki de Freezer, donc ça doit être un petit peu bizarre à assimiler d'une certaine manière, et le fait de faire chauffer tout ça dans des combats de manière progressive doit l'aider à retrouver un certain niveau. Après, il n'y a pas de lien systématique avec la chaleur de l'Ultra Instinct, mais en tout cas, force est de constater qu'on a un Goku qui va s'échauffer suite à son énorme défaite et à la reprise de ki et donc de santé et d'énergie qu'il vient d'avoir grâce à Freezer. Le constat est là. Alors qu'on aurait pu se dire qu'on aurait un Goku qui pourrait repartir de plus belle immédiatement, mais ça n'est pas le cas. Donc, en tout cas, pour l'image que vous avez sous les yeux, pour en terminer avec ça, je pense que Goku va être pas forcément dans une mauvaise posture, mais en tout cas que plusieurs ennemis vont lui tomber dessus. Déjà, on nous dit que dans l'épisode 113, ce sera les robots de l'univers 3, donc ça sera peut-être pas forcément eux en épisode 112, mais ça sera des adversaires de ce niveau-là, probablement du côté univers 2, quelque chose comme ça, mais je m'attends pas à voir Toppo et Dispo arriver contre Goku, vous voyez où je vais en venir. On a encore des gars de l'univers 4, etc., qui sont intéressants, voire même d'autres robots de l'univers 3, et en épisode 113, ce sera encore d'autres robots. Bon, on peut imaginer des tas de situations, mais l'idée que je veux vous dire, c'est que je pense que ce sera des ennemis intermédiaires, vous voyez, en termes de niveau, pas quelque chose qui va foutre des énormes claques à Goku, mais dans son état, le fait qu'il ait peu de ki, qu'il est en pleine convalescence, période d'échauffement, machin, de reprise après sa défaite, et bien forcément que notre tout-puissant Goku ne pourra pas les vaincre, pas du tout. En plus, avec l'effet de masse, s'ils le prennent à 2 ou 3, ça sera trop compliqué. Du coup, il y a Vegeta qui va venir, et Vegeta, d'une manière un petit peu détournée, va payer sa dette. Vous devez vous demander de quelle dette je parle. Tout simplement en épisode 109-110, quand Goku a demandé l'énergie à tout le monde pour le Genki Dama, Vegeta lui a dit non, je te le donnerai pas, et il s'est cassé. Donc ok, Vegeta a servi de barrière et s'est rendu utile parce qu'il s'est battu contre Ribrian, et si quelqu'un d'autre s'en prenait à Goku, Vegeta s'en serait occupé, je suis bien d'accord. Mais vous avez bien constaté une chose aussi, c'est que toutes les personnes qui ont donné leur énergie pour le Genki Dama, eh bien ils ne sont pas à court de force. Tout simplement parce que, contrairement au Genki Dama face à Boo, etc., ils n'ont pas donné toute leur énergie, ils ne se sont pas vidés à fond. Ils ont donné uniquement de l'énergie partiellement. Regardez même Freezer. Freezer a donné son énergie au Genki Dama, il a donné du Genki, et après il a été capable de donner du Ki à Goku, histoire de le remettre sur pied. Et là, Freezer part pour se battre, etc. Il n'est pas fatigué ou quoi que ce soit. Donc, ok, il y a des dons d'énergie, mais ces dons-là n'ont pas vidé les personnes qui l'ont donné, vous voyez. Donc, Vegeta aurait très bien pu donner de son Ki partiellement, histoire d'amplifier le Genki Dama, et en même temps protéger Goku. Vous allez me dire, j'en demande peut-être trop, mais il aurait pu. Mais en tout cas, je pense que justement, Vegeta va venir prendre le relais dans ce combat de Goku, et c'est pour ça que sur le plan suivant, on voit que Goku a l'air plutôt apaisé, justement, que Vegeta puisse prendre le relais, et qu'il assure un petit peu sa relève dans ce tournoi du pouvoir. Bon, la chose qui m'intrigue un petit peu, et je suis d'accord avec vous, c'est que Vegeta utilise le Super Saiyan Blue. Alors, vous allez penser que je suis un petit peu défaitiste, mais je pense que la Toei va sortir le Super Saiyan Blue un petit peu pour rien, un petit peu pour faire un effet joli, etc. C'est pas forcément, je pense, en tout cas, un indice que Vegeta va se retrouver confronté à des ennemis si surpuissants que ça. Je pense que c'est plus pour marquer le temps, marquer le fait que Vegeta prend les choses en main, que Vegeta va probablement se battre contre plusieurs adversaires qui en voulaient à Goku directement, mais je pense pas qu'on va avoir une énorme confrontation Vegeta contre quelqu'un à ce moment-là. Bon, maintenant les devins, je poursuis, et on voit un plan sur Saoneru, un des deux Namek de l'univers 6, en tout cas un des deux qui participe à ce tournoi-là, parce qu'il doit bien y avoir une planète remplie de Namek là-bas, je suppose. À part si Frost a fait un génocide là-bas, mais bon, ça serait triste. Du coup, Saoneru lance une attaque et on dirait que c'est une espèce d'épée de ki, un petit peu comme Zamasu par exemple, sauf que cette épée de ki est jaune. Et j'adore énormément le plan que l'on a sur Saoneru qui fonce avec cette tête-là.
Bon, comme je vous l'ai dit, la couleur de ces Namek de l'univers 6 est beaucoup plus bleutée, même si ça reste vert, mais voilà, ça tire plus vers le bleu que ceux de l'univers 7 comme Piccolo. Mais surtout, regardez cette tête-là. Alors, je vais pas m'emballer, parce que vous savez qu'il y a quelques semaines en arrière à peine, je vous ai proposé une vidéo qui s'appelle « Les méchants Namek de l'univers 6 », dans laquelle je vous propose toute une analyse en profondeur pour vous expliquer pourquoi et comment les Namek de l'univers 6 pourraient être méchants, avec tout un historique au niveau de tout ce qui a été déjà fait sur les Namek dans Dragon Ball, dans l'univers étendu de Dragon Ball, même dans la timeline de Dragon Ball Online, le jeu. Donc j'ai vraiment creusé le sujet sur ces Namek là, mais c'est pas pour autant que je vais m'emballer sur une image à vous dire oui ça y est c'est bon, c'est confirmé, les Namek de l'univers 6 sont méchants. Par contre oui, forcément que ça m'intrigue, forcément que je m'arrête sur ce plan là et je me dis bon, sa tête et son air de visage me rappellent plus celle du Piccolo Daimao quand il était jeune et qui faisait des sales têtes de méchants, plutôt que celle de Dende, vous voyez où je vais en venir. Donc ça peut être juste dans le feu de l'action, ça peut être juste un Namek gentil mais qui adore le combat, comme les Saiyans, regardez, il y a des Saiyans gentils, mais dès qu'ils sont au combat, ils font des têtes de fou parce qu'ils adorent ça, etc. C'est un petit peu leur drogue. Donc faut pas s'emballer pour rien, mais ce plan est quand même un petit peu bizarre, vous êtes bien d'accord avec moi? Et en tout cas, moi je trouve que ça prendrait beaucoup plus de sens que les Namek de l'univers 6 soient méchants au lieu d'être gentils comme peuvent l'être globalement ceux de l'univers 7. Et en tout cas, autre précision avant de continuer sur ça, c'est pas un spoil parce que franchement c'est super léger, c'est tout simplement la biographie de Saoneru et Pirina sur le site officiel de l'Ato Animation. J'ai même pas besoin de vous l'afficher, ça tient en 2 mots. Tout simplement, cette biographie-là nous disait que Saoneru et Pirina sont tous les deux très forts pour tout ce qui est attaque combinée. Donc sur le site, ils n'ont pas précisé que ces deux-là formaient un duo ou une équipe. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans d'école pour comprendre que oui, ces deux-là vont collaborer de manière très très fluide et très très cool au combat. Ça ne m'étonnerait pas du tout en tout cas, surtout qu'ils tombent face au duo Piccolo-Gohan. Et justement sur le plan suivant, c'est bien Gohan qui stoppe cette attaque-là de Ki, cette épée de Ki. Il la tient avec ses 2 mains. Sauf que Gohan et Piccolo, eux aussi, ils sont capables d'attaque en coopération, et sûrement mieux que Saoneru et Pirina. Et regardez ce qui vient se passer, Saoneru attaque Gohan, et Piccolo est là, il passe sa main derrière le corps de Gohan et il lui envoie une vague de Ki qui a l'air plutôt pas mal chargée en plus à bout portant, et Saoneru a l'air de se faire défoncer, alors pas forcément Mikao ou quoi que ce soit, mais en tout cas défoncer. Mais je pense que à ce moment-là du combat, c'est une étape préliminaire, vous voyez, c'est-à-dire que là on voit qu'aucun des adversaires n'a des gratignures tout simplement, donc pour le moment ils se sont pas donné de gros coups, on voit que Pirina n'est pas là, donc ça ne m'étonnerait pas que les 2 Namek de l'univers 6 soient dans une phase d'évaluation justement, histoire d'estimer ce que peuvent valoir Gohan et Piccolo, de voir quelle est leur manière de combattre en duo, etc. pour pouvoir leur apporter une meilleure riposte. Parce que regardez, le site de l'Ato Animation nous dit que les 2 Namek de l'univers 6 se battent en coopération, mais là, Saoneru attaque tout seul Gohan et Piccolo en même temps. Vous voyez, il y a un truc qui va pas. Donc ça ne m'étonnerait pas d'avoir Saoneru qui teste les capacités physiques des deux et du duo pour voir comment ils interagissent. Pirina est en observation et n'attaque même pas. Et après, les deux vont se lancer vraiment dans le jeu du 2 contre 2. En tout cas, c'est vrai que s'il y a eu une déception par rapport à l'épisode 111, c'est qu'il n'y a eu aucune introduction, aucun dialogue par rapport à ces Namek, et j'espère que tôt ou tard ça arrivera, parce que forcément, je pense que ces Namek-là vont se faire éliminer, et dans pas trop longtemps, si vous voulez mon avis. J'oserais presque dire qu'ils vont se faire éliminer en épisode 111, mais si c'est pas le 111, je pense que ça va pas trop tarder non plus. Mais d'ici là, je ne pense pas que la Toei puisse m'entendre, mais faites quelque chose justement avec ces Namek-là. Mettez-les au centre d'une discussion intéressante. Faites en sorte de nous montrer de leur part des capacités intéressantes qui vont stimuler Piccolo aussi au combat et à nous faire quelque chose de beau. Parce que je sais que beaucoup de monde a perdu espoir par rapport à Piccolo, mais moi pas encore, donc j'espère que quelque chose va se machiner par rapport à tout ça. Sinon, quel est le but de nous envoyer des Namek si ce n'est juste pour dire « Oh, regardez, c'est cool, il y a des Namek », ça sert à rien. Je pense qu'il faut vraiment en faire quelque chose, surtout avant qu'ils soient éliminés. Et la logique que j'ai là, elle s'applique exactement pareil pour le Yardra et le Tsufull de l'univers 2. Ok, le Yardra a été éliminé, mais il est toujours là, donc on peut avoir une discussion encore avec lui. Et le Tsufull, forcément que quand il va rencontrer un Saiyan, il faudra qu'on ait une discussion avec. Et qu'on sache que peut foutre un Tsufull et un Yardra dans l'univers 2. Je vous en ai déjà fait ma prédiction sur la chaîne de ça, on verra bien si ça se réalise ou pas. Mais en tout cas, concernant ces fameux Namek de l'univers 6, bon, c'est tout à fait logique que eux, ils soient dans l'univers 6 et l'univers jumeau, machin, mais après qu'ils aient quelque chose d'intéressant. Pas juste d'avoir des faux sosies de Piccolo et de Slug et voilà, on a bien rigolé pendant 2 minutes. Non, il faut quelque chose d'approfondi. Mais je vous avoue que même si j'ai confiance à la Toei, j'ai un petit peu peur sur ce côté-là, que ça soit du genre, on n'aura pas grand-chose dans l'animé et que le manga va les développer un petit peu plus que l'animé ne l'a fait. Voilà, c'est ma crainte, on va dire, pour cet épisode-là et pour cette partie du tournoi du pouvoir, c'est que les Namek ne soient pas exploités. Ça serait vraiment dommage. Ensuite, on a un plan sur Kitera, et je pense que ça va rassurer toutes les personnes qui disaient que Kitera était beaucoup trop détendu, par exemple, quand ils voyaient le combat dantesque Goku versus Jiren dans l'épisode 109-110, là on voit que Kitera est complètement inquiet, et je pense vraiment que son univers, et de toute façon ça n'a pas changé, je pensais ça depuis le début, que son univers sera le prochain sur la liste des éliminés et donc des détruits par Zeno. En plus, c'est l'univers jumeau du 9, celui de Sidra, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il rejoigne son jumeau dans pas très longtemps aussi, même si je pense que Kitera, d'une manière ou d'une autre, dans Dragon Ball Super, fera parler de lui, il va se démarquer par exemple d'un Mosco qui a l'air d'être un Akaishin un petit peu lambda,
même si j'aime bien son design, etc. Et je le trouve assez drôle dans sa manière de parler, mais je pense pas qu'il y aura de fond de scénario trop développé par rapport à Mosco. Mais je pense que Kitara sera beaucoup plus développé. Donc ensuite, eh bien, dans cette preview-là, on en revient sur le combat Kiabe face à Mona. Cette fois-ci, Mona se prend une vague de ki. Et comme l'indique l'image qui suit, je pense vraiment que c'est Vegeta qui a fait ça. Bon, vous allez me dire, là, j'ai pas trop forcé pour trouver ça, vous avez bien raison. Mais en tout cas, surtout quand on se fie au spoil, on nous dit que Kiabe va se faire dans un premier temps défoncer par Mona. Il va perdre complètement. Sauf que Vegeta va arriver un petit peu in extremis pour le sauver et il va faire en sorte de redonner le moral à Kiabe. Donc je pense qu'à ce moment-là, Mona allait donner le coup final à Kiabe, final ou presque, vous m'avez compris, et que Vegeta lui a envoyé cette vague de ki histoire de la repousser. Sauf que Vegeta n'a pas envie d'éliminer Mona lui-même, mais qu'il veut faire en sorte que son disciple, on va dire comme ça, puisse le faire, puisse retrouver le moral et la force justement d'y arriver. Et je pense que la qualité principale de cet épisode 112 sera vraiment là, ce lien qui va se renouer, on va dire, et se renforcer entre Vegeta et Kiabe. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que je ne pense pas que l'on aura une vraie confrontation Vegeta-Mona. Mis à part, voilà, je pense que ce coup-là sera limite le seul qui va mettre à Mona. Et regardez, sur ce plan, sur l'œil de Vegeta, on voit que Vegeta regarde en bas à gauche. Donc j'imagine bien justement Kiabe qui est en bas à gauche de Vegeta, et là il commence à le regarder en voulant dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas ce que je t'ai appris à faire la dernière fois où on s'est vu, tu vois, c'est pas ça la fierté Saiyan. Et justement, dans ce passage-là où Kiabe se sera fait défoncer, regardez, il est plein d'égratignures, etc., il va se relever du sol et Vegeta va lui foutre un coup de genou pour lui montrer à quel point la vie peut être dure et à quel point il faut se battre. Sauf que bien sûr, vous l'avez compris, le but de Vegeta, pour l'instant, n'est pas de faire en sorte que Kiabe soit éliminé, mais de faire en sorte de l'améliorer à ce petit jeune, vous voyez. Bon, vous allez me dire, au final, c'est débile, parce que normalement, l'univers 6 doit être détruit si l'univers 7 veut gagner. Mais bon, des choses dans le tournoi du pouvoir, il va s'en passer des tonnes, et je pense pas que ça va se finir de manière traditionnelle, comme les règles du Daishinkan veulent bien nous faire l'entendre. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. On va pas finir sur juste l'univers 7 gagnant, et les autres finis, on n'en parle plus, et on se fait une bouffe, et voilà, on passe à un autre arc. Non. Il va y avoir d'autres choses, on va revoir certains univers détruits, on va revoir des dieux détruits, soi-disant, machin. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont se refaire d'une autre manière que ce à quoi on s'attendait, j'en suis sûr et certain. Sinon, où est la surprise dans cet arc-là? Forcément. Et donc, d'où l'utilité pour les scénaristes de faire en sorte que Vegeta et Kiabe tissent du lien. C'est limite pour moi même un message que l'univers 6, ouais ok, ils risquent de se faire détruire, ils seront peut-être même détruits, mais tôt ou tard dans la série, ils reviendront. Et s'ils ne se font pas détruire, ça veut dire que le tournoi prendra une toute autre tournure. Mais en tout cas, je pense qu'on a là quand même des éléments, parce que ça sert à quoi de tisser du lien Vegeta-Kiabe si c'est pour que Kiabe ou Vegeta se fassent détruire derrière, voire même les deux? Sinon, à part ça, j'espère que l'épisode ne rentrera pas trop dans du cliché, etc. J'espère que les dialogues entre Vegeta et Kiabe seront cool, parce qu'on peut vite tomber justement dans cette situation de cliché-là, avec l'élève Kiabe un petit peu lèche-cul et Vegeta qui se la pète, machin. Donc voilà, on veut tous un Vegeta fier, forcément il va croiser les bras, il va lui parler en ayant le dos tourné, machin. Ça, on le voit déjà arriver de loin, mais en tout cas, il faudra vraiment que Monsieur Tosho ait excellé dans l'écriture de son scénario et de ses dialogues, et je pense que ce pari-là sera réussi. Donc, on reste toujours dans la prévue sur ces mêmes scènes-là, entre Kiabe qui vient de se prendre le coup de genou, Vegeta à côté, machin, donc je vais pas vous faire un doublage de ce que pourrait être le dialogue, je pense que vous y attendez déjà, mais je pense que ce sera une des scènes les plus fortes d'épisodes qu'on ait pu voir dans ce tournoi du pouvoir-là. Et après, on a de nouvelles images dans lesquelles on voit Mona et Kiabe qui se battent, Mona revient à la charge, et Kiabe lui fonce dessus. Et ce que vous pouvez constater, c'est que Kiabe, il a toutes ses égratignures sur lui. Ça veut dire que Kiabe repart au combat après que Vegeta lui ait fait la leçon. Donc je pense que cette image-là correspond vraiment à Kiabe qui va y aller à fond, pour de vrai, contre Mona, et qui va l'éliminer. Kiabe en a clairement les moyens, même si on ne connaît pas les capacités de Mona, mais bon, je veux pas être méchant, mais on s'attend pas à ce que Mona soit un personnage si puissant que ça. Et ensuite, on voit que Kiabe est capable de lui mettre un coup dans ce qui semble être son ventre, un coup de pied aussi, voilà, un coup de poing dans la tête. Il l'enchaîne. Vous voyez que Kiabe tape en Super Saiyan. Alors là, je pense que c'est une astuce de montage, tout simplement parce que si vous regardez bien, quand Kiabe s'est fait défoncer par Mona, il a des égratignures partout, même sur les bras, etc. Sauf que là, quand il tape en Super Saiyan, il n'a aucune égratignure. Donc ça doit être un début de combat. Et probablement même un début de combat où Kiabe va dominer. Il va lui mettre des coups, machin, et ensuite Mona va révéler sa technique secrète de gonflement de l'estomac, je sais pas quoi, et à partir de là, Kiabe va se faire défoncer. Et c'est pour ça que sur la suite des images, on repart sur un Kiabe qui n'est plus en Super Saiyan 1, mais qui est complètement défoncé, en tout cas au niveau des égratignures, et qui se met à fracasser Mona. Et là, on sent que c'est pas vraiment son ki qui lui permet de frapper comme ça, mais que c'est plus justement sa volonté. Et je me demande même, on verra bien si Kiabe va avoir besoin du Super Saiyan de niveau 1 pour la foutre KO. Il se pourrait même que Kiabe y arrive sans ça, tout simplement pour que le message soit encore plus fort, que justement c'est cette fierté Saiyan, cette volonté du combat Saiyajin, qui fait que vous pouvez gagner Super Saiyan ou pas, niveau de ki ou pas niveau de ki, voilà, c'est dans ta tête, c'est dans ton sang, c'est dans tes gènes, vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite on voit la scène de sauvetage de Kiabe par Vegeta, et je pense qu'à ce moment-là, Kiabe aura déjà vaincu.
parce que déjà les yeux de Kiabe ne sont plus dessinés comme en mode combat, et je pense qu'à ce moment-là, Kiabe aura lancé son attaque ultime sur Mona et qu'il l'aura éjectée du ring du tournoi du pouvoir, que cette attaque-là sera tellement puissante que Kiabe lui-même se sera lui-même projeté en direction du monde du vide, et qu'il aura pu se rattacher in extremis à ce rocher-là, et que Vegeta va venir le rattraper, et que là Kiabe le regarde en lui disant « Regardez maître, j'ai vaincu, enfin je vous ai écouté », quelque chose comme ça. Donc je pense que à la suite de cette scène-là, dans le relationnel Kiabe-Vegeta, on va avoir une phrase de Vegeta du genre « Je te laisse tranquille pour cette fois-ci, mais sache que même si je suis ton maître, ton combat suivant sera contre moi, et je ne te ferai aucun cadeau. » Et Vegeta qui s'en va dans l'ombre de la fumée d'une manière cool et badass, etc. Nous laissant dans l'hypothèse d'un futur combat Kiabe-Vegeta, même si pour le moment je ne vois que les univers 6 et 7 collaborer. Pendant un bon moment, je pense qu'on en est là. Et d'ailleurs, ça correspond à une prédiction que je vous avais fait il y a quelques mois en arrière, vous disant que les univers 6 et 7 allaient être en conflit direct au départ, et petit à petit, ils allaient finir en forme d'alliance, surtout que maintenant, Goku est quasiment KO, on va dire, même s'il reprend du poil de la bête, et que Hit, leur leader aussi, et ben lui, il est éliminé. Donc forcément que les univers 6 et 7, pour le moment, ils ont toutes les raisons de vouloir s'unir. Mais bon, sur la suite de ces images-là, on voit quelque chose de très intéressant, c'est le fameux Freezer, avec son visage très mauvais, très vicieux, etc., qui tient par la paume de sa main le visage de Kiabe et tout ça. Et ça, je pense que justement, ça fera partie de la phase de remise en question de Kiabe. Parce que si vous vous rappelez bien des spoils, on nous disait que Vegeta va faire la leçon de morale à Kiabe, mais que cela va déplaire à Freezer. Et je pense que l'intervention de Freezer ne sera pas un combat Vegeta-Freezer ou Freezer-Kiabe, je sais pas quoi. Je pense que ça va vous étonner, mais que Freezer va tellement avoir la haine de voir un Saiyan être comme ça, misérable machin, que lui aussi va lui faire une leçon à sa manière. J'insiste bien sur le à sa manière, hein, ne vous attendez pas à quelque chose de cool et de gentil et un petit câlin, c'est pas ça. Et vous allez me dire, mais pourquoi alors Freezer n'en profite pas pour l'éliminer? Tout simplement parce que Freezer, comme je vous ai dit, c'est lui qui manipule un petit peu les pions à sa manière, et il a très bien compris qu'il a besoin d'éléments comme Kiabe, comme Caulifla, comme Kale, justement pour pouvoir vaincre un gars comme Jiren par la suite du tournoi du pouvoir. Si à un moment on refait un Genkidama, si à un moment on fait une attaque groupée, enfin, peu importe, mais en tout cas on aura besoin de ces gens-là. Et surtout que Freezer connaît le potentiel d'évolution des Saiyans, et que un Kiabe SSJ Blue est tout à fait possible, pas dans cet épisode 112, mais dans la suite du tournoi du pouvoir, c'est très largement possible aussi. Donc tout ça, pour le moment, ça serait bénéfique au plan de Freezer, du moment où toute la bande ne dépasse pas les pouvoirs de Freezer lui-même. Parce qu'après Freezer, faudra qu'il s'occupe de tout le monde, et ça il ne peut pas. Mais je pense que Freezer a tout intérêt à aider l'univers 7 et l'univers 6, dans la limite où il ne les aide pas à devenir plus fort que lui-même. Et là, je pense que c'est ce qu'il fait. Il va l'aider à reprendre du poil de la bête, ça va lui permettre d'éliminer quelqu'un de l'univers 4, et en même temps d'avoir un gars plutôt puissant qui se balade encore dans le tournoi du pouvoir et qu'il peut considérer comme un espèce d'allié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, je pense qu'on en est là dans cet épisode-là. On voit ensuite Kiabe qui crie, je pense pas que c'est un lien avec la remise en question de la part de Vegeta, tout simplement parce qu'on voit que Kiabe n'a aucune égratignure sur lui. Je pense que bon, cette scène c'est plus pour faire bien qu'autre chose, et qu'elle n'a pas d'énorme importance pour l'épisode 112, même si elle est super difficile à prédire, mais je pense pas que ça soit ça le clou de l'épisode, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup les devins, j'en ai vraiment fait le tour de cette analyse de prévue de l'épisode 112 de DBS. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime pour soutenir cette vidéo là. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. Prenez tout soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.